Bienvenue dans Mon œil, le podcast engagé de l'ONG Public Eye. Public Eye regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard, et c'est aussi le but de ce podcast. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et la Suisse n'a pas accès à la mer. Là, je ne vous apprends rien, mais si je vous dis qu'elle abrite parmi les plus grandes sociétés maritimes, par exemple MSC, premier transporteur de conteneurs au monde. La Suisse est donc devenue une grande nation de marins qui nettoient le pont et chantent dans les ports de Genève. Vraiment ? Pas vraiment. Et c'est ce dont on parle avec Marc Pitt. Bonjour. Bonjour. Tu es professeur à l'université de Bâle et tu es une figure emblématique de la lutte contre la corruption. Tu as récemment écrit un bouquin, uniquement en allemand pour le moment, mais qui, si je le traduis maladroitement, voudrait dire la Suisse, une nation maritime. Pourquoi la Suisse quand on parle de haute mer ? Oui, en effet, c'est bizarre. Vous venez de dire, on est loin des mers. Et pour être franc, notre pavillon est quasiment nul. Non, il reste 18 bateaux, mais... Pavillon, c'est le nombre de bateaux enregistrés sous le drapeau suisse. Oui, exact. Le pavillon, c'est le drapeau suisse sur un bateau. Et là, il reste à peu près 18 bateaux sous drapeau suisse. En revanche, il y a quelque chose que les gens ne savent pas. Et pour moi, ça, c'est le point intéressant. Si on regarde les compagnies de navigation, en allemand, c'est Reedereien, ou shipping companies en anglais, là, on est au moins numéro 4 en Europe. Probablement, on est beaucoup plus grand parce que on a approximativement 1000 bateaux qui sont sous contrôle suisse. Le management se trouve, par exemple, comme vous dites, à Genève. Mais les bateaux ne sont pas sur le lac Léman ou le lac de Constance. Non, ils sont. C'est ce type de bateau dont je parle, que vous avez vu dans le canal de Suez qui était bloqué. Alors, je parle de 23 000 de containers sur un bateau. Ce type de bateau, vous avez 600 qui sont organisés depuis Genève. Alors, le problème, c'est que on est très grand et on se demande peut-être pourquoi ça. Et c'est peu connu. Peu de citoyens et citoyennes suisses seraient... C'est pas connu du tout, mais si vous regardez de près, vous avez... Bon, par exemple, Genève comme place financière, vous avez aussi la place de vente de matières premières. Bien sûr. Et c'est très proche. Vous avez des assurances, vous avez des compagnies logistiques, vous avez SGS, vous avez etc. Et c'est important ça pour le commerce ? Tout ça, c'est nécessaire. On appelle ça en anglais un cluster. C'est utile et c'est très. Si je suis par exemple une compagnie comme Glencore, c'est très utile si j'ai mon transporteur à côté avec qui je peux m'arranger, parler, etc. Alors pour ça, la Suisse fait beaucoup plus que nous pensons. En revanche, la Suisse officielle, je dirais, on fait le mort, ou on a joué le mort jusqu'à récent. D'accord. C'est seulement depuis peut-être 3 mois qu'on a commencé de développer une stratégie maritime. La fameuse stratégie maritime de la Suisse, on n'en entend pas beaucoup parler dans les médias en tout cas. Non. Mais comment ça marche exactement ? J'ai de la peine à comprendre pourquoi Alors, je comprends pourquoi historiquement, du coup, du fait du commerce, des assurances, etc. Mais pourquoi enregistrer des bateaux en Suisse ou du coup pourquoi passer par la Suisse ? Bon, l'essentiel, c'est que tous ces bateaux sont menés par des compagnies suisses, mais enregistrés, et là on revient à ce mot pavillon, c'est-à-dire drapeau. La plupart est enregistrés à Panama, Liberia, Marshall Islands. 90% de ces bateaux sont enregistrés
quelque chose qu'on appelle pavillon de complaisance. D'accord. C'est un mot très joli pour quelque chose très problématique. C'est pour des raisons fiscales que ces bateaux sont enregistrés dans ces souvent paradis fiscaux? Si c'est seulement fiscal, ça serait pas si grave que ça. Mais non, c'est les conditions de travail dépendent de ce pavillon, mais aussi la sécurité sur le bateau. Et franchement, le Panama n'est pas en mesure de contrôler ce qui se passe. Le Panama a 1500 bateaux sous son contrôle et le contrôle est quasiment nul. Mm-hmm. Ce qu'ils font, ils engagent une compagnie de classification afin qu'ils font des contrôles quelque part dans le monde. Mais moi, je ne suis pas trop convaincu de ce système parce que ces compagnies de classification, c'est des privés, c'est des gens qui sont en compétence, en concurrence entre eux et ils se trouvent très fréquemment dans des conflits d'intérêts parce qu'ils ont des tâches différentes. Ils travaillent pour un pays, ils travaillent pour des compagnies, ils se battent entre eux dans la concurrence. C'est une situation très déstabilisée et pour cette raison, je n'y tiens pas. Je ne crois pas qu'ils sont en mesure de vraiment contrôler pour un pays qui a tellement de bateaux. Le contrôle, c'est du contrôle sur le droit des travailleurs et des travailleuses, le droit environnemental, c'est ce type de contrôle dont on parle. Absolument, et la sûreté sur le bateau, il faut aller sur le bateau et voir et regarder. Évidemment. Là, tu disais que la Suisse fermait pas mal les yeux en matière de stratégie maritime, elle s'en dote d'une nouvelle, on peut s'en réjouir. Pourquoi elle ne l'a pas fait jusqu'alors ? La Suisse. Oui, pourquoi elle ne s'est pas dotée de cette stratégie plus tôt ? Oui. Bon, le problème avec la Suisse, c'est qu'on a vraiment fait quelque peu le mort. On n'a pas réalisé qu'on est qu'on est tellement significatif pour le monde nautique. On était toujours concentré sur ces 18 bateaux qui sont vraiment suisses. Ceux-là sont bien réglementés, en tout cas. Là, on essaye, on se donne de la peine. Est-ce qu'on a des chiffres sur les bateaux qui sont managés depuis la Suisse ? Même les bateaux sous pavillon suisse ont quelquefois des problèmes. D'accord. Et ceux qui sont managés d'ici, tout passe, franchement. Alors là, on peut parler, par exemple, du problème de la mort d'un bateau une fois que, oui... Le démantèlement ? Le démantèlement. Encore une fois, c'est un mot un peu trop joli pour ce qui se passe là. Oui. Les Anglais disent shipbreaking. Il y a un peu plus... On casse oui. Carrément sur des plages, c'est ça? Oui, des plages sauvages. C'est au sauvage qu'on le fait. C'est des plages en Asie, aux Indes, au Bangladesh, au Pakistan aussi. Oui, Bangladesh, Pakistan. Et là, il y a des gens qui n'ont aucune protection, qui se mettent à démanteler. Ils coupent. Vous avez ici un exemple. Sur l'image qu'on voit du coup d'un travailleur qui porte une espèce de seau dans une espèce d'océan de boue avec de la ferraille partout. C'est absolument dégueulasse. Et bon, ce travailleur, il a un certain âge, mais fréquemment, c'est des enfants qui travaillent là-dedans. Mm-hmm. Et c'est du pétrole là, et parfois, il y a des explosions parce qu'on n'avait pas nettoyé un tanker, par exemple. Alors, c'est ultra dangereux. Et la mer, il y a un décalage de 10 mètres à peu près ici. Alors, il y a de l'eau qui vient et qui retire des substances toxiques. Et les travailleurs sont exposés sans
vous voyez, il y a pas du tout de protection, sont exposés aux substances toxiques. Effectivement, on a d'ailleurs une petite vidéo pour illustrer ce principe de démantèlement sauvage. Ils sont échoués à même la plage. Des bateaux, des cargos, de toutes les tailles. Et même des plateformes pétrolières arrivées en fin de vie. Leurs propriétaires les ont envoyés ici se faire démolir dans d'immenses chantiers de démantèlement extrêmement rudimentaires sur la côte ouest de l'Inde. Ces épaves ont même été vendues $450 la tonne. Alors ces images sont hyper impressionnantes, c'est des mastodontes qui sont démontés les uns derrière les autres. On a parlé des conditions des travailleurs et des travailleuses. En termes environnementaux aussi, c'est désastreux ? Absolument. Alors il y a les effets désastreux pour l'environnement, mais il y a aussi le problème des travailleurs. Maintenant, il faut dire, à l'époque, c'est 70% des bateaux du monde sont démantelés sur ces plages-là. Alors, c'est un problème pour tout le monde. Mais la Suisse officielle s'en fout. Le Conseil fédéral avait dit récemment, bon, franchement, si quelqu'un vend son bateau avant la mort, c'est pas notre problème. On accepte, le libre commerce en Suisse. Donc on sous-traite ça à l'autre bout du monde et ça ne pose pas de problème. Alors on vend à quelqu'un, celui vend à quelqu'un d'autre, et finalement celui vend à la plage. Mais il faut voir l'état de la plage. Alors il y a des gens qui nous écoutent en audio, mais c'est... Et personne est prêt de prendre responsabilité. Oui. Pour reconnecter à nouveau, comme tu le fais déjà avec la Suisse, on a un géant, MSC, qui est basé à Genève, sauf erreur. Est-ce qu'il joue un rôle aussi dans ces démantèlements ? Est-ce que les bateaux qu'on a vus, par exemple, pourraient être ceux de MSC ? En effet, on a trouvé, n'est-ce pas, c'est marqué MSC et on ne peut pas se tromper de bateau. Dans les quelques heures avant le démantèlement. Alors, on voit à l'image effectivement un bateau où c'est écrit MSC en très gros. Il y a 80 bateaux de MSC qui ont servi pour MSC dans leur vie commerciale, qui étaient démantelés dans 10 ans à Lang, en Inde. C'est-à-dire, et si on demande à MSC, ils disent oui, c'est possible, mais on a vendu avant. Et nous, on ne peut pas vraiment contrôler ce que les gens font avec le bateau qu'on leur vend. Parfois, on a pensé que la vente, ça va, ils vont réutiliser après. Alors, ils te donnent plein d'excuses. Des excuses de telle façon. Et pour moi, c'est intéressant que dans un cas en Angleterre, la première fois, un juge a dit « ça ne m'intéresse pas du tout si vous avez vendu à des cash buyers ». Alors, des étapes entre celui qui a utilisé dans la vie et ceux qui mettent à mort le bateau. Et ce juge a dit « ok, alors tout le reste ne m'intéresse pas ». Alors, dans ce cas, c'était le cas de quelqu'un qui a été tué sur le bateau. Il est tombé du bateau. Parce que ça on l'a pas dit, mais en termes d'accident, le démantèlement, c'est catastrophique aussi. Chaque jour, il y a des accidents. J'ai lu que c'était peut-être plus risqué que de travailler dans des mines. Est-ce que c'est vrai? C'est un des lieux les plus dangereux du monde. Parce qu'en fait, on démonte le bateau à même la plage, donc on enlève vraiment des bouts, on les laisse tomber. Et c'est là où se passent les accidents? C'est ça, ou par exemple qu'on entre, mais il n'y a pas d'oxygène, ou il y a des tuyaux qui sont pas, qui sont encore pleins de gaz, et une fois qu'on allume, tout le bateau s'explose. Okay. Alors ça, il y a toutes sortes de raisons pourquoi les gens trouvent leur mort. On arrive gentiment à la fin du podcast. J'aimerais encore dire quelques mots sur le livre, qui pour l'instant est uniquement en allemand, sauf erreur, c'est vrai?
Oui, malheureusement. On travaille au moment sur une version anglaise. Et ce livre, vous l'avez coécrit, je précise, avec Catherine Betts. Pour les auditeurs et auditrices qui aimeraient aller plus loin, comment vous y êtes pris? Qu'est-ce que vous développez comme information dans ce livre, dans cet ouvrage? Bon, on a regardé de près les plus grands problèmes. C'est en effet 3. C'est d'abord les conditions de travail sur les bateaux. Ensuite, les problématiques écologiques, soit dans le courant normal du bateau ou dans la situation des accidents. Oui. Alors, la question de sûreté du bateau, et aussi réglementation. Est-ce qu'on peut réglementer? Ça, c'était des sujets. Et ensuite, on a réfléchi qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement. Oui, et d'ailleurs, ce sera une belle conclusion pour ce podcast. Qu'est-ce que la Suisse, notamment dans sa stratégie maritime, pourrait mettre en place pour réguler ce secteur qui est très dérégulé? Pour moi, il y a 2 points. Alors, la Suisse, en tant que pays, la Suisse officielle, pourrait se gérer pas comme un pays avec 18 bateaux. Alors, le petit pays, mais on pourrait se dire, nous, on a quand même sous notre contrôle 2000 bateaux, c'est plus que le Panama, finalement. D'accord. Alors, c'est pas pavillon qui compte, mais nous, c'est l'organisation. Donc prendre au sérieux le fait qu'on ait une flotte qui est managée depuis la Suisse. Un pouvoir maritime. L'autre point serait, c'est plus difficile, beaucoup dépend de la mondialisation. Alors, et là, il faut vraiment réfléchir comme consommateur, est-ce que c'est nécessaire de transporter toutes ces choses qu'on fait à travers du monde, juste parce que ça semble être moins cher. Et en faisant ça, on utilise des travailleurs à un endroit où ils gagnent rien et où les conditions sont nettement pires que chez nous. Donc là, avoir la même réflexion que beaucoup d'autres secteurs, se poser la question de sous-traiter n'importe quoi et tout à travers le monde. On pourrait commencer là de discuter les vêtements, par exemple. C'est absolument le même problème. Oui. En tout cas, merci beaucoup Marc Pitt. On en a appris beaucoup plus sur un sujet qui est malheureusement trop peu connu. Merci d'être venu. Merci de ma part. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube si vous regardez la vidéo ou vous abonner au podcast audio sur la plateforme de votre choix. On vous dit à bientôt pour le prochain épisode. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.